et bienvenue sur Canal BIA. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus à l'aéroclub de l'Hérault et nous allons effectuer un petit vol entre l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée et celui de Montpellier-Candiargues. Ce sera l'occasion de parler de l'aérodrome, de sa description, du tour de piste avion et évidemment d'étudier les cartes VAC. Tous ces éléments figurent dans le domaine 4, navigation, réglementation, sécurité des vols. Nous voici autorisés au décollage, piste 12 droite. Notre destination, Montpellier-Candiargues. Pleine puissance, anémomètre actif, pas d'alarme. Rotation. Une fois atteinte l'altitude de sécurité, on coupe la pompe électrique. On rentre les volets pour limiter les traînées aérodynamiques et on s'apprête à virer à gauche avec l'autorisation du contrôle, autorisation nécessaire puisque nous allons croiser les axes de la principale. Virage à gauche et voici la piste principale de Montpellier-Méditerranée. Nous allons maintenant détailler cet aérodrome. Nous avons sous les yeux une représentation de l'aérodrome de Montpellier et la piste 30 droite est ici. Il s'agit de l'aérodrome Montpellier-Méditerranée qui est un aérodrome contrôlé. Cet aérodrome est composé de deux pistes. Une piste principale d'une longueur de 2600 mètres et d'une largeur de 45 mètres et d'une piste secondaire d'une longueur de 1100 mètres et d'une largeur de 30 mètres. Chacune de ces deux pistes peut être empruntée dans les deux sens. Pour ce qui concerne la piste principale, on parlera de la piste numéro 12 gauche ou 30 droite. Pour ce qui concerne la piste secondaire, on parlera de la piste 30 gauche ou 12 droite. Le sens d'utilisation de la piste dépend du sens du vent. Les décollages et les atterrissages se font face au vent. Pour cela, les aérodromes sont équipés de manches à air qui indiquent à la fois le sens du vent, mais également donnent une estimation de la vitesse en fonction de justement l'inclinaison de cette manche à air. Intéressons-nous maintenant au numéro des pistes. À Montpellier, il n'y a que deux pistes, la principale et la secondaire. Pourtant, elles ne portent pas les numéros 1 et numéro 2. Les numéros des pistes sont attribués en fonction de l'orientation de la piste par rapport au nord magnétique et non pas au nord géographique. On rappelle que le nord géographique est le nord indiqué sur toutes les cartes. Le nord magnétique est celui indiqué par une boussole et certains des instruments à bord des avions, raison pour laquelle on numérotera les pistes par rapport au nord magnétique, de sorte que le pilote puisse se repérer et par rapport à la piste et par rapport à ses instruments. Le nord magnétique évolue au cours du temps. Et la différence entre les deux orientations, celle du nord géographique et celle du nord magnétique, s'appelle la déclinaison magnétique. À Montpellier, elle est d'un tout petit peu plus de 1 degré est. Ce qui fait que si nous représentons l'orientation de la piste non plus par rapport au nord géographique comme c'est au second plan sur la photo, mais par rapport au nord magnétique tel que c'est sur le rapporteur, nous voyons cette légère différence de 1 degré et la numérotation de la piste se fera en fonction de l'orientation magnétique, c'est-à-dire de l'angle par rapport au nord magnétique. Donc pour la piste 30 droite, elle est à 304 degrés par rapport au nord magnétique, ce qui est d'ailleurs indiqué sur la carte VAC, et toutes les valeurs comprises entre 295 degrés et 304 degrés porteront comme numéro de piste la valeur 30. Dans le sens opposé, nous obtenons l'orientation magnétique de la même piste principale mais dans l'autre sens. Elle est à 124 degrés par rapport au nord magnétique, 124 degrés, donc elle portera le numéro 12. Il faut noter que les numéros de piste dépendent donc de l'orientation magnétique et que ces numéros
sont des nombres à deux chiffres, le chiffre des centaines de degrés et le chiffre des dizaines de degrés. Si l'orientation magnétique de la piste est de 50 degrés, donc par rapport au nord magnétique, la piste sera la piste numéro 5 et elle sera notée 0,5. Et dans le sens opposé, c'est-à-dire à 180 degrés, elle sera notée la numéro 23, ayant pour orientation magnétique 230 degrés, 50 plus 180. À retenir donc que les numéros de piste qui correspondent à l'orientation magnétique de la piste sont des nombres à deux chiffres compris entre 0,1 et 36. 0,1 si l'orientation magnétique de la piste est comprise entre 5 et 14 degrés. 36 si l'orientation magnétique de la piste est comprise entre 355 degrés et 4 degrés, le tout donc par rapport au nord magnétique. Lorsque, comme c'est le cas pour Montpellier, l'aérodrome possède deux pistes parallèles, une piste principale et une piste secondaire dans ce cas, pour les différencier, on rajoutera une lettre L pour la piste que l'on voit sur notre gauche, R pour la piste que l'on verra sur notre droite. Les lettres L pour gauche et R pour droite ne complètent les numéros de piste que si l'aérodrome possède effectivement des pistes orientées dans la même direction. L'aérodrome de Montpellier-Candiargues, dont le code au ACI est LFNG. Cet aérodrome est non contrôlé, il n'y a qu'une seule piste, elle possède bien sûr deux numéros. L'orientation magnétique de ces deux pistes est de 140 degrés et de 320 degrés, donc les pistes portent le numéro 14 dans une direction et 32 dans le sens opposé. Il n'y a qu'une seule piste, donc il n'y a pas de numéro comportant des L pour gauche ni de R pour droite. Il s'agira bien de la piste 14 ou de la piste 32, en fonction du sens de décollage ou d'atterrissage. Et les numéros sont toujours indiqués, qu'il s'agisse d'aérodromes contrôlés ou non contrôlés. Les numéros sont donc indiqués au seuil de piste, c'est-à-dire là où l'avion se place pour décoller ou là où l'avion va atterrir. Concernant à nouveau Montpellier-Méditerranée, qui possède deux pistes, la piste principale, numérotée 12 gauche et 30 droite, et la piste secondaire, la 30 gauche et la 12 droite. Nous voyons ici, au niveau du seuil de piste, des marquages au sol, que l'on va appeler des peignes. Il y en a 12 dans le cas de la piste principale et 8 dans le cas de la piste secondaire. Ces peignes sont caractéristiques de la largeur de la piste. Pour ce qui concerne la piste principale, sa largeur est de 45 mètres. Pour la piste secondaire, sa largeur est de 30 mètres. Donc le nombre de peignes est caractéristique de la largeur de la piste. Dans le cas donc de la piste principale 30 droite, ce que voit le pilote lorsqu'il arrive, ce sont les 12 peignes. Le numéro bien sûr de la piste, 30 droite, et tout ceci est placé au seuil de piste. Pour ce qui concerne la piste secondaire, pour la 12 droite, le seuil de piste indique le numéro bien sûr, le nombre de peignes, mais on voit la présence également d'une surface supplémentaire, d'une longueur supplémentaire. On appelle ceci un seuil décalé et qui n'est utilisable qu'au décollage. Un avion ne peut pas atterrir sur cette zone-là. Ce seuil décalé permet simplement de rallonger la piste. Un point d'aboutissement, situé en général à 300 mètres du seuil de piste, est également indiqué par un marquage au sol de bandes relativement larges. Il s'agit du point sur la piste où l'avion entre en contact avec le sol lors d'un atterrissage. Le dernier dispositif dont nous parlerons est le PAPI, qui est un indicateur de pente d'approche, PAPI pour l'acronyme en anglais. Precision Approach Path Indicator. Sa présence est également indiquée sur les cartes VAC et il s'agit d'un dispositif fixe qui a pour particularité de changer d'aspect, en l'occurrence de changer de couleur, lorsqu'il est observé sous un angle différent. Lorsqu'ils sont orientés correctement, ils peuvent servir de référence au pilote concernant la trajectoire à suivre pour son avion. De ce fait, en observant le PAPI, le pilote sait si sa trajectoire est correcte, s'il est trop haut par rapport à la trajectoire idéale ou s'il est en danger parce que sa trajectoire est trop basse. Il existe donc des dispositifs à 4 unités et des dispositifs à 2 unités. Les marquages au sol sont de couleur blanche pour les pistes et seulement pour les pistes. Sur un aérodrome,
toutes les zones sur lesquelles les différents véhicules peuvent se déplacer, le marquage au sol est de couleur jaune, notamment sur les taxiways qui permettent de rallier les pistes depuis les différents parkings, depuis le terminal, lorsqu'il y a des voyageurs qui transitent, depuis la tour. Et chaque déplacement sur les taxiways est soumis à une autorisation délivrée par la tour. Juliette India, bonjour. Juliette India, bonjour. Juliette India au parking de l'Hérault, on souhaiterait faire quelques évolutions sur Whisky Sierra Fox 2000. Reçu Juliette India, le transpondeur 5414, vous voulez pas en attente, Lima Unité. 5414 et en route Lima Unité, Juliette India. Nous sommes sur le taxiway, donc qui va nous permettre de décoller en piste 30 gauche. Et là, le but est de rouler pas trop vite. Et au niveau de l'axe, on est sur la ligne jaune. En l'humanité, on est prêt. Ici Juliette India, et pardon, Juliette India, maintenez la tour 118 heures. Juliette India, on maintient avec la tour 118 heures. La tour Juliette India, bonjour, Lima Unité, on est prêt. Juliette India Montpellier, bonjour. Depuis l'humanité, alignez-vous piste 30 gauche, autorisé au décollage, le vent 170,4 nœuds. Vous me rappelez Sierra Whisky, c'est pour de la mania, Sierra Whisky? Oui, on va faire un décrochage ou deux et on revient. Alors je vous restez dans ce cas-là côté terre, s'il vous plaît. Merci. Et demi-pied. On est parti pour 2000 pieds Sierra Whisky et côté terre. Merci, merci. On s'aligne correctement sur la piste et on va pouvoir mettre les classes. Nous allons examiner le trajet entre l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée, LFMT, et celui de Montpellier-Candiargues, LFNG, et cela du point de vue des espaces aériens. On voit sur cette carte qu'ils sont nombreux en France. Les règles de l'air définissent une zone de contrôle, CTR, comme un espace aérien contrôlé qui s'étend verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée. Cet espace entoure un aérodrome et peut être situé sous une ou plusieurs TMA. La CTR protège les trajectoires de décollage et d'atterrissage, ainsi que le circuit d'aérodrome. L'espace le plus restreint et le plus proche de l'aérodrome a un plancher qui est la surface du sol et un plafond qui est à 1500 pieds. Il a évidemment des limites latérales. Il y a un autre espace un peu plus grand qui lui a son plancher à 1500 pieds et qui englobe l'aérodrome de Montpellier bien sûr et qui se trouve au-dessus de l'aérodrome de Candiargues. L'aérodrome de Candiargues, lui, est dans un espace non contrôlé puisqu'il est également au niveau de la mer et nous verrons que le tour de piste à Candiargues ne peut pas empiéter dans l'espace de la TMA de Montpellier dont le plancher est à 1500 pieds. Voyons les particularités de Candiargues liées aux espaces qui l'environnent. Pour ne pas interférer avec la TMA qui est au-dessus, on a donc fixé la hauteur du tour de piste de Candiargues à 700 pieds. Pour s'intégrer dans un aérodrome non contrôlé, comme celui de Candiargues, on doit arriver à la verticale terrain
à 500 pieds au-dessus du tour de piste pour prendre connaissance du vent et donc de la piste en service. On arrive donc à 1200 pieds avant de s'y intégrer. Et puisque la CTR de Montpellier est tout proche, à l'ouest, les tours de piste se feront obligatoirement à l'est de l'aérodrome. Voici la carte VAC de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée. Je vous propose de matérialiser dans notre gymnase l'une de ces deux pistes, en l'occurrence la piste secondaire, qui est orientée soit aux 300 degrés, soit aux 120 degrés. Mais comment va-t-on faire pour matérialiser ce tour de piste dans notre gymnase? Eh bien, on va utiliser une boussole. Donc cette boussole est l'équivalent du compas magnétique qu'on a à bord d'un avion. Donc je vais l'utiliser pour tracer la direction de 300 degrés, qui est celle de la piste qu'on veut matérialiser. Donc je vais me placer ici. Ici, on a l'extrémité de la piste. Et ensuite, voilà, je place 300 degrés. On a terminé la construction de notre piste. On va vérifier ça sur un rapporteur. Nous avons la direction du nord qui est par ici. Ensuite, l'orientation de la piste, elle est donc bien aux 300 degrés. Si on prenait la piste en sens inverse, elle serait orientée aux 120 degrés. Maintenant, on va écouter la TIS de façon à savoir quel sens de la piste est utilisé. Et donc, quelle est la piste en service actuellement. Bonjour, ici Montpellier Information India, jusqu'à 13h UTC. Prévoyez l'approche RNP 12 gauche, en service 12 gauche, 12 droite. Et votre transition 60. Donc les pistes en service aujourd'hui sont la 12 gauche et 12 droite. Puisque celle qui nous intéresse, c'est la piste secondaire. On a donc la 12 droite en service. Dans ce sens, c'est la 30. Donc la 12, c'est dans l'autre sens. Donc la piste en service aujourd'hui sera celle-ci, mais en sens inverse. Donc on a installé la piste 12 qui est aux 120 degrés. Ici, on a le nombre 12 au seuil de piste qui est bien visible de l'avion. Maintenant, on va construire notre tour de piste. Ici, c'est la piste secondaire qui est la 12 droite. Sur notre gauche, on a la piste principale qui est la 12 gauche. Dans quel sens va s'effectuer notre tour de piste sur cette piste? Sur cette piste va s'effectuer par la droite. Ça sera donc un tour de piste main droite. Ok, revenons à la carte VAC de l'aérodrome de Montpellier. Montpellier, L, F, M, T. Bien, on a donc les deux pistes, la principale et la secondaire. On a ici la direction du nord. Donc, quelles sont ces pistes? Donc celle-là, donc ce n'est pas la piste principale, c'est la piste 30 gauche. Ok. Et du coup, de ce côté, ça sera la piste 12 droite. Très bien. Et donc ici, Donc, ce ici, serait... c'est la piste principale, du coup, ça serait la piste 30 droite. Et ici, ça serait la piste 12 gauche, du coup. Parfait. Et donc, si on sait qu'un tour de piste ne peut pas empiéter sur celui de la piste voisine, et qu'on prend un tour de piste sur la piste 12, dans quel sens va s'effectuer le tour de piste sur la secondaire? Du coup, le tour de piste sur la secondaire va s'effectuer à droite. Donc, ce sera Tout à fait. Il va s'effectuer dans ce sens et il reviendra dans ce sens. Voilà donc le tour de piste tel qu'il est matérialisé sur la carte VAC. Donc on va dessiner la piste 12, vue du point de vue du pilote. Et on va maintenant dessiner le tour de piste. Bien,
Maintenant, Evan, on va nommer les différentes branches de ce tour de piste. Comment s'appelle la première branche? La montée initiale. La montée initiale. Ensuite, on a un virage. Et la deuxième branche s'appelle? Le vent traversier. Ok. La branche de vent traversier. Encore un virage. Et on se retrouve dans une branche qui est parallèle à la piste et qui s'appelle? Le vent arrière. La branche de vent arrière. Ok, donc cette vent arrière se prolonge. Ensuite, on fait un virage à droite et on arrive sur l'étape de base. Étape de base. Enfin, un dernier virage pour se retrouver en finale. Et voilà, le tour de piste est terminé. Ensuite, il va y avoir soit un atterrissage complet et retour au parking, soit un toucher-décollé avec remise de gaz et on repart pour un tour. Bien, Mathis, maintenant, on va déterminer quels sont les caps qui correspondent à chacune de ces branches. Donc, quel est le cap de la montée initiale? Donc, le cap de la montée initiale donc est au 120 degrés. Il est au 120 degrés, puisque c'est exactement le cap de la piste. Ensuite, on fait un virage à droite de 90 degrés. Donc, ce qui va donner donc, un cap au 210 degrés. Donc après, on va faire un virage encore à 90 degrés, donc 210 plus 90 degrés, donc ça va donner un cap au 300 degrés. 300 degrés pour l'avant-arrière. À noter que 300 degrés, c'est exactement l'orientation de la piste dans l'autre sens. Fin de vente arrière, un virage à droite. Donc on va commencer donc l'étape de base au 30 degrés. Alors donc là on met 0,30 degrés. Ensuite on va effectuer ce qu'on appelle le dernier virage. Et en finale. Et du coup à 120 degrés. Exactement, 120 degrés. Voilà, notre tour de piste est terminé. Et maintenant, je vous propose de matérialiser en 3 dimensions cette trajectoire dans notre gymnase. Le tour de piste, qu'on appelle aussi circuit d'aérodrome, est d'abord une trajectoire. C'est une trajectoire assez courte, à proximité d'un aérodrome, qui comporte les manœuvres successives que doit effectuer un aéronef qui utilise cet aérodrome. C'est un excellent entraînement, car en peu de temps, le pilote effectue plusieurs phases de vol, le décollage, la montée, le virage, le vol en palier, la descente, l'atterrissage complet ou bien un toucher-décollé, touch and go en anglais. Dans ce cas, une fois les roues au sol, le pilote procède à une remise de gaz pour redécoller. Généralement, la forme de ce circuit, si on considère sa trace au sol, est rectangulaire. Le tour de piste dit main gauche, où tous les virages s'effectuent vers la gauche, est plus pratique pour le pilote qui, étant placé à gauche dans le cockpit, a une meilleure vue du sol du côté gauche. Mais cela n'est pas toujours possible. Nous sommes alignés piste 12, autorisé décollage, plein gaz, course au décollage. Rotation, montée initiale, premier virage 90 degrés, vent traversier, cap 210 degrés. Second virage 90 degrés, vent arrière, cap 300 degrés. Troisième virage, 90 degrés. Étape de base, cap 0,30 degrés. Et dernier virage, 90 degrés. Phase finale, cap 120 degrés.
Maintenant, on va voir les différentes configurations de l'avion en fonction des différentes phases du tour de piste. Avant le décollage, le pilote a effectué les essais moteurs et effectué toutes les checklists qui se font au sol. Il a mis l'avion en configuration décollage avec un cran de volet hyper sustentateur pour améliorer la portance. Le décollage s'effectue face au vent, dans le sens de piste qui lui permettra le décollage le plus court et le meilleur taux de montée. Le pilote met alors plein gaz, l'avion prend de la vitesse, il effectue la course au décollage et le pilote doit contrer avec le palonnier les effets secondaires du moteur qui le ferait dévier. Une fois la vitesse de rotation atteinte, le pilote tire sur le manche et l'avion s'envole. Une fois en l'air, l'avion est maintenu dans l'axe de la piste. C'est ce qu'on appelle la montée initiale. Lors de la montée initiale, le pilote va effectuer la checklist après décollage. C'est-à-dire qu'une fois atteinte l'altitude de sécurité, 300-400 pieds, il va couper la pompe, rentrer les volets, et donc va être en lice avec moins de traînées. S'il y avait un train rentrant, il aurait également rentré le train pour limiter les traînées aérodynamiques. La branche de vent traversier. Le vent, s'il était de face dans la montée initiale, souffle maintenant sur le côté de l'avion. On continue à monter jusqu'à la hauteur du tour de piste. Et c'est le moment de mettre l'avion en palier. La branche de vent traversier se termine quand l'avion est suffisamment écarté de l'axe de la piste. Environ 1,3 nautique, mais c'est variable selon l'aérodrome. Un nouveau virage à 90 degrés amène l'avion sur une trajectoire parallèle à la piste et en sens contraire. C'est la branche de vent arrière. L'avion est en vent arrière, le pilote va maintenant effectuer ce qu'on appelle les actions vitales, c'est-à-dire qu'il va préparer la machine à l'atterrissage. Lorsque l'avion est travers piste, le pilote fait un message radio indiquant qu'il est en vent arrière et le contrôleur lui indique s'il est numéro 1, 2 ou 3 dans les priorités à l'atterrissage. Lorsque le pilote voit le seuil de piste sous un angle d'environ 30 degrés arrière, il va alors faire à nouveau un virage à 90 degrés pour entrer en étape de base. En étape de base, le pilote peut éventuellement s'annoncer en base pour que le contrôle en soit informé. En général, le contrôleur aura dit « rappelez-moi en finale ». Et comme on l'a vu dans la trajectoire de l'avion, le pilote entame sa descente au cours de l'étape de base. Enfin, il va faire un dernier virage pour intercepter l'axe de la piste et se retrouver en finale, toujours en descente dans un plan de 5% ou 3 degrés de pente. En finale, le pilote va sortir un deuxième cran de volet. L'avion est maintenant en configuration atterrissage. Le pilote va s'annoncer. En finale, piste 12, le contrôleur va l'autoriser à l'atterrissage. Et le pilote va donc faire soit un atterrissage complet, soit un toucher décollé. D'une façon générale, un tour de piste s'établit à la hauteur de 1000 pieds au-dessus du sol. Il existe des exceptions à cette généralité. Regardons par exemple la carte VAC de l'aérodrome de Candiargues, près de Montpellier. D'une part, le tour de piste s'effectue à la hauteur de 700 pieds, car il ne doit pas empiéter dans l'espace aérien de Montpellier, situé au-dessus. Et d'autre part, puisque les évolutions à l'ouest de la piste sont interdites, le circuit sera main gauche si la piste en service est la 14, mais sera main droite si la piste en service est la 32, et cela dépendra du sens du vent. Avec Oscar, on fait 180 contre Q. Cet aérodrome n'est pas contrôlé. Toutes les manœuvres que l'on fait sont annoncées à la radio pour bien se faire connaître des autres appareils qui emprunteraient le circuit d'aérodrome. Candy de Fox, Juliette Fox, on s'aligne et on décolle sur la 14. La piste est à gauche. Alors pourquoi faire ce virage vers la droite pour remonter la piste? Eh bien parce que la prudence impose de toujours utiliser la plus grande longueur de piste disponible. En cas de panne au décollage, ce serait plus facile de freiner, voire de se reposer sur la piste, plutôt que dans l'étang qui est en bout de piste. Alors, on est en 14, ok. Décollage en 14. Puissance,
maintenant en montée initiale. On peut constater, en observant la trace de l'avion dans l'incrustation, que celle-ci s'écarte légèrement de la trajectoire prévue. En fait, le pilote, voulant compenser la dérive vers la gauche, a altéré son cap vers la droite. On peut remarquer en effet une légère inclinaison des ailes. Cette modification de cap a une conséquence. L'étape de base sera trop courte et l'avion risquerait de survoler le village de Candiargues car la vente arrière serait trop proche de la piste. Or, il faut de préférence éviter le survol à basse hauteur de zones habitées. C'est pourquoi il faudra corriger le cap vers la droite pour s'écarter de la piste. Tout cela nous éloigne un peu du tour de piste rectangulaire, mais passons. À la hauteur du tour de piste. On va déjà réduire la puissance. On va sortir. La pompe, le phare, les volets. En pied, écartez un peu. Pendant la vente arrière, le pilote s'est annoncé. Candiargues de Fox, Juliette Fox en vente arrière 14. Alors, la pompe est en marche, le phare, volet. Il a effectué les actions vitales, pompe électrique en marche, phare allumé, un cran de volet. Le train est déjà sorti puisqu'il est fixe. Je poursuis, prolonge un peu. Virage en étape de base. Sortie du deuxième cran de volet car on est déjà bas et il est inutile d'attendre d'être en finale. Fox en base 14. On s'annonce Candiargues de Fox, Juliette Fox en base 14. Dernier virage et finale. Le pilote surveille maintenant 3 choses essentielles. L'axe, le plan et la vitesse. Juliette Fox, dernier virage et finale 14. Dernière annonce, Candiargues de Fox, Juliette Fox en finale 14 pour un touché. On peut constater la présence de l'arbre en amont de la piste qui justifie le seuil décalé. Merci, on est en finale, Juliette Fox. Et c'est reparti. Le tour de piste, ça n'est pas seulement une trajectoire à laquelle le pilote va s'entraîner à effectuer différentes manœuvres,
c'est aussi un circuit d'aérodrome dans lequel les avions qui arrivent de l'extérieur vont s'intégrer. Evan représente un avion qui arrive de l'ouest par le point Whiskey et Matisse, un autre avion qui arrive aussi de l'ouest par le point Sierra Whiskey. Evan a été autorisé à s'intégrer dans le circuit d'atterrissage en base droite, main droite. Il est numéro 1 à l'atterrissage. Matisse, lui, est autorisé à s'intégrer en début de vente arrière 12 droite. Il est numéro 2 à l'atterrissage. Matisse s'annonce en vente arrière 12 droite. Evan est autorisé à l'atterrissage 12 droite. Matisse entre en base 12 droite. Evan a atterri, il dégage maintenant la piste. Donc Matisse, qui est en finale maintenant, est autorisé à l'atterrissage 12 droite. Il peut atterrir car la piste est dégagée. L'atterrissage réussi. Nous repartons de Candiargues par la piste 14, direction Montpellier-Méditerranée, aérodrome qui se situe à l'ouest de l'aérodrome de Candiargues. Nous pouvons lire sur la carte VAC que les circuits et les évolutions à l'ouest de la piste sont interdits. C'est pour cette raison qu'à la suite de la montée initiale, nous prenons un cap vers l'est en faisant un premier virage à gauche. Ce n'est qu'à la suite de la vente arrière que nous prendrons un cap vers l'ouest pour rejoindre Montpellier-Méditerranée, après avoir quitté la fréquence d'auto-information de Candiargues pour la fréquence Tours de Montpellier et obtenu l'autorisation de pénétrer dans la CTR de Montpellier. Profitons de ce trajet retour entre Candiargues et Montpellier-Méditerranée pour voir plus en détail les cartes VAC que nous avons utilisées à plusieurs reprises déjà dans cette émission. Tous les aérodromes français possèdent une carte d'approche à vue. Elle concerne le vol VFR. Nous avons ici la carte VAC de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée, qui regroupe les différents éléments, les différentes informations nécessaires au pilote qui va utiliser cet aérodrome. Donc cette carte indique que l'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique. Elle est ouverte donc aux avions, aux hélicoptères. Elle est en vigueur au 8 octobre 2020. Nous avons le nom de l'aérodrome, nous avons son code OACI, LFMT et la déclinaison magnétique à ce moment. Ici, l'altitude de l'aérodrome qui se trouve pratiquement au niveau de la mer et ses coordonnées géographiques. Nous avons ensuite les différentes fréquences de cet aérodrome. La TIS, qui est un message automatisé d'information météo, les différentes fréquences des services d'information de vol, les fréquences d'approche, les deux fréquences pour la tour et la fréquence sol, qui est utilisée pour les mouvements des avions au sol. L'aérodrome de Montpellier est situé sur une carte assez grande échelle dans son contexte géographique et nous avons en bleu la description des différents espaces aériens qui le concernent. La deuxième page est plus détaillée et elle présente les différentes trajectoires, soit d'intégration, soit d'entraînement autour de pistes, qui vont être employées sur cet aérodrome. On peut remarquer que ces trajectoires sont légèrement altérées par rapport à la trajectoire rectangulaire classique pour éviter le survol de zones peuplées et pour éviter les nuisances sonores. Sur le schéma du bas, nous avons le détail de ces deux pistes, la principale et la secondaire, avec pour chacune les deux sens utilisables. Donc la piste 30 droite est orientée au 304 degrés, c'est la piste préférentielle. Dans le sens inverse, la piste s'appelle la 12 gauche, elle est orientée au 124 degrés. Le sens préférentiel de la piste signifie que, en dehors de contraintes liées au vent notamment, le sens que doit emprunter le pilote, c'est celui qui est entouré. Donc ici, la 30 droite ou la 30 gauche, si c'est la secondaire. Au bas de la page, on a pour chacune des pistes, donc les numéros de piste, 12 gauche, 30 droite, c'est la piste principale, 12 droite, 30 gauche, c'est la secondaire.
Nous avons le QFU, c'est-à-dire l'orientation magnétique de ces pistes, 124 ou 304, avec le préférentiel 304. Ce sont les mêmes QFU pour les deux pistes puisqu'elles sont parallèles. Nous avons les dimensions, longueur et largeur utilisables de cette piste. La nature de cette piste, les deux sont revêtus. Il peut y avoir des pistes en herbe par exemple. La résistance de la piste, c'est-à-dire l'indication de la masse maximale de l'aéronef qui peut l'employer. Et ici, nous avons les différentes distances utilisables, soit au décollage, soit à l'accélération, soit à l'atterrissage. Et on peut noter que parfois, ces distances peuvent être différentes selon le relief qu'il peut y avoir avant la piste. Ce qui fait qu'ici, par exemple, sur la secondaire, on a un seuil décalé. À l'atterrissage, on ne peut pas atterrir en bout de piste, mais on doit franchir ce seuil pour pouvoir se poser. Donc la distance d'atterrissage est un petit peu moins grande que la distance totale de décollage. Sur cette page, on a le détail des aires de trafic et des aires de manœuvre de l'aérodrome qui indique chaque parking, chaque partie de taxiway, chaque point caractéristique, les points de croisement, les points d'attente et évidemment les pistes. À l'aide de ce schéma, nous allons pouvoir suivre le trajet effectué par l'avion depuis le parking de l'Hérault par les taxiways jusqu'à la piste 12 droite où nous avons décollé. En partant du parking de l'Hérault, qui est une aire de trafic, ainsi que les autres parkings qui concernent l'embarquement des passagers et du fret. Donc on s'avance sur ce taxiway. Le taxiway ici est dégagé, donc on va pouvoir l'emprunter vers la droite en remontant le taxiway Sierra 3, puis tourner à gauche en direction de Roméo Unité. Roméo Unité, c'est le point d'attente de la 12 droite. On va se garer en travers, de façon à effectuer les essais moteurs sans souffler l'aéronef qui se sera rangé derrière. Ensuite, on passera avec la tour lorsqu'on sera prêt, et la tour va nous donner l'autorisation de décollage. Également les différents emplacements de parking sur la page suivante, et ensuite un certain nombre d'informations utiles aux pilotes que nous ne détaillerons pas aujourd'hui. Nous sommes de retour vers Montpellier-Méditerranée après avoir repris le contact avec la tour et obtenu l'autorisation de pénétrer dans la CTR. Les pistes en service sont la 12 gauche et la 12 droite. Nous sommes autorisés à atterrir sur la piste principale, c'est-à-dire la 12 gauche. On arrive en base main gauche, finale 12 gauche. On peut distinguer au sol, sur la gauche, les avions destinés au fret, marchandises et courriers, et sur la droite, ceux destinés aux passagers. Nous nous posons au niveau des plots. La piste est large et longue puisqu'elle est destinée aux avions de ligne. Il n'y a donc aucune difficulté pour contrôler la vitesse. Nous sortons donc à mi-piste au point Victor. Et là, le contrôle va nous demander de prendre contact avec la fréquence sol qui nous autorisera à cheminer sur les taxiways jusqu'au parking de l'aéroclub de l'Hérault. Nous cheminons donc sur les taxiways Tango 3, Lima 3, Lima 2, Sierra Unité et Sierra 2 avant de tourner à droite vers l'aéroclub. À noter tout d'abord la différence entre un aérodrome et un aéroport. Un aérodrome est une surface, en béton ou en herbe, en terre ou en eau, qui permet d'assurer le décollage et l'atterrissage des avions. Il peut aussi y avoir des installations permettant le stockage et l'entretien des aéronefs. Lorsque cet aérodrome est utilisé pour le transport des passagers commerciaux ou de fret, on parle d'aéroport.
Voyons d'abord quelques définitions. L'aire de trafic, c'est la partie d'un aérodrome destinée à l'embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l'entretien courant, à la maintenance et au stationnement des aéronefs. On l'appelle aussi tarmac, bien que ce terme soit souvent utilisé à tort pour désigner d'autres parties de l'aérodrome, comme la piste ou les taxiways. L'aire de manœuvre, elle désigne la partie d'un aérodrome utilisée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs, ainsi que la circulation à la surface, à l'exclusion des aires de trafic. Sur un aérodrome contrôlé, une tour de contrôle gère les mouvements de tous les véhicules qui se déplacent sur les aires de trafic, comme sur les aires de manœuvre, les taxiways ou les pistes. La même piste peut être utilisée dans les deux sens, et ce à la fois pour le décollage et pour l'atterrissage. Pour différencier le sens d'utilisation de la piste, chaque piste est numérotée, et possède donc deux numéros, un pour chaque sens d'utilisation. Le numéro d'une piste, également appelé QFU, correspond à son orientation magnétique, exprimée en dizaines de degrés et arrondie à la dizaine la plus proche. Il s'agit donc d'un nombre à deux chiffres compris entre 0,1 et 36. Par exemple, une piste orientée à 54 degrés par rapport au nord magnétique portera le numéro 0,5, comme on le voit sur ce schéma, tandis qu'une piste orientée à 55 degrés par rapport au nord magnétique sera notée 0,6. Et on voit que dans le sens opposé, à l'arrière-plan, elle porte le numéro 23. Elle est orientée aux 230 degrés à 180 degrés de la piste 5. Le numéro de la piste est indiqué au niveau du seuil de piste, c'est-à-dire la zone sur la piste d'où l'avion décolle ou sur laquelle il va atterrir. À ce même seuil de piste, on retrouve des peignes dont le nombre varie en fonction de la largeur de la piste, et un second type de marquage au sol, appelé point d'aboutissement, est situé généralement à environ 300 mètres du seuil de piste. Il s'agit de la zone sur laquelle l'avion touche la piste lors de son atterrissage. Certaines pistes possèdent un seuil décalé qui permet de rallonger sa longueur. Il n'est utilisable qu'au décollage. Le sens d'utilisation de la piste dépendra du sens du vent, les décollages comme les atterrissages se faisant face au vent. Une manche à air renseigne sur le sens du vent et donne également une estimation de sa vitesse. Le tour de piste est d'abord une trajectoire assez courte à proximité d'un aérodrome. Mais le tour de piste, c'est aussi un circuit d'aérodrome, dans lequel les avions qui arrivent de l'extérieur vont s'intégrer pour atterrir dans des conditions normales de sécurité. Le tour de piste dit main gauche, où tous les virages s'effectuent vers la gauche, est plus pratique pour le pilote qui, étant placé à gauche dans le cockpit, a une meilleure vue du sol du côté gauche. Mais un tour de piste dit main gauche n'est pas toujours possible. Généralement, le tour de piste s'établit à une hauteur de 1000 pieds au-dessus du sol. Mais là encore, cela dépendra de l'environnement proche de l'aérodrome, des spécificités aussi bien du terrain que des espaces aériens qui l'entourent. Un tour de piste est un circuit qui comporte plusieurs branches, ici représentées par des segments de couleurs différentes. La montée initiale, la branche de vent traversier, la vente arrière, l'étape de base, et enfin, après le dernier virage, la finale. Les caps suivis pour chaque branche sont indiqués à titre d'exemple. On remarque notamment, et ce sera vrai dans le cas général, que chaque branche est orientée à 90 degrés de la branche qui la précède, qu'il s'agisse d'un tour de piste main gauche, comme ici, ou d'un tour de piste main droite. D'autre part, la montée initiale ainsi que la finale ont l'orientation magnétique de la piste utilisée lors du décollage, tandis que la vente arrière, parallèle à la piste mais en sens opposé, est orientée à 180 degrés de ce premier et dernier cap suivi lors du tour de piste. Tous les aérodromes français possèdent une carte d'approche à vue, une carte VAC qui regroupe les différents éléments, les différentes informations nécessaires au pilote qui va utiliser cet aérodrome. Elle concerne le vol VFR. Nous avons le nom de l'aérodrome, nous avons son code OACI, ses coordonnées géographiques, les différents usages de cet aérodrome ou restrictions et les fréquences utilisées dans les différents services. Nous avons ensuite le dessin des espaces aériens qui sont concernés par cet aérodrome, les longueurs utilisables au décollage, à l'atterrissage. Elle décrit le tour de piste avion que doit faire le pilote lorsqu'il s'intègre dans cet aérodrome ou bien qu'il s'entraîne
sur les manœuvres successives lorsque c'est nécessaire, le détail des surfaces au sol avec taxiway, parking, pistes en service, etc. Première série de questions sur l'orientation magnétique et le numéro de piste. Une piste dont l'orientation magnétique est de 84 est numérotée 09, 08, 27 ou 84. La bonne réponse est la réponse B, 08. Le numéro de piste correspond à l'orientation magnétique de la piste exprimée en dizaines de degrés. Il s'agit donc d'un nombre à 2 chiffres et on arrondit à la dizaine la plus proche. L'orientation magnétique aurait été 85, la bonne réponse aurait été 09. Pour ces mêmes raisons, une piste dont l'orientation magnétique est de 113 sera numérotée 11. Le numéro d'une piste dont l'orientation magnétique est de 126 degrés est la 13. Autre question sur le numéro de piste. À votre arrivée à Nice-Côte d'Azur, le responsable communication de l'aéroport vous indique que cette plateforme dispose de 2 pistes désignées 22L et 22R. Vous comprenez que la piste 22L est la piste utilisée pour les avions lents, la 22R celle utilisée pour les avions rapides. B, réservée aux avions légers et la 22R est renforcée pour les avions lourds. C, est à la droite de la piste 22R. D, est à gauche de la piste 22R. La piste 22L, qu'on prononce 22 gauche, est bien sûr à gauche de la piste 22 droite. Il s'agissait donc de la réponse D. Plusieurs questions sur les branches d'un tour de piste. La première, sur le schéma ci-dessous représentant le tour de piste, le repère X indique réponse A, la vente arrière, réponse B, l'étape de base, réponse C, la finale, réponse D, le dernier virage. Et la bonne réponse est la finale. Vous êtes en vol parallèlement à la piste, à contre-QFU, le numéro de piste est le QFU. Le contre-QFU est donc parallèle à la piste mais dans le sens opposé. Votre position dans le circuit est dite en vente arrière. Question sur les changements de cap lors d'un tour de piste. Vous allez vous poser sur la piste 12. Les caps à suivre dans le tour de piste situé au nord de l'aérodrome sont successivement A, 30 degrés, puis 300 degrés, puis 210 degrés et enfin 120 degrés. B, 0,30 degrés, puis 120 degrés, puis 210 degrés et enfin 300 degrés. C, 300 degrés, puis 210 degrés, puis 120 degrés et enfin 30 degrés. Ou D, 120 degrés, puis 210 degrés, puis 300 degrés et enfin 30 degrés. Nous allons nous poser sur la piste 12. Donc nous savons qu'en finale, nous aurons une orientation magnétique de 120 degrés. Il s'agit donc de la réponse A, 30 degrés pour la branche de vent traversier, 300 degrés pour la branche de vent arrière, puis 210 degrés pour l'étape de base, et enfin, après le dernier virage, 120 degrés pour la finale. Question sur l'intégration d'un circuit d'aérodrome. Sur un aérodrome en auto-information, la première phase d'intégration d'un circuit d'aérodrome est la vente arrière, l'étape de base, la finale, la courte finale. Et la bonne réponse est la vente arrière. Même type de question. Le nom de la phase d'intégration d'un circuit d'aérodrome où l'aéronef est perpendiculaire à la piste est l'étape de base. La seule proposition où l'aéronef est perpendiculaire à la piste. Question sur les vols VFR. Le vol VFR est un vol effectué dans des conditions de vol à vue, un vol effectué dans des conditions de vol aux instruments, un vol de type commercial, un vol limité au tour de piste. Et la bonne réponse est un vol effectué dans des conditions de vol à vue. Question sur les cartes VAC. Le contrôleur aérien en charge de la visite dans la tour vous présente la carte VAC de l'aéroport. Cette carte correspond aux procédures de décollage et d'atterrissage. À vue, aux instruments, pour les avions et les planeurs, uniquement pour les hélicoptères. La bonne réponse est la A, à vue. Et enfin, la dernière question qui conclura cette émission. Avant d'intégrer le tour de piste, vous effectuez un survol de l'aérodrome pour observer la manche à air qui indique A, le numéro de la piste en service, B, le sens et la vitesse du vent, C, le sens d'atterrissage, dos au vent, D, la température de l'air. La bonne réponse est B, le sens et la vitesse du vent.